Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être encore avec nous sur TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Anatole Libombongoka, président du Paradis. C'est un parti de l'opposition congolaise. Au menu de cette émission, l'organisation des forces du changement au Congo-Brazzaville. Évidemment, beaucoup s'accordent à dire que l'opposition congolaise serait la plus résignée du monde. Elle manquerait de stratégie, d'initiative, d'anticipation, mais elle serait également animée par les hommes et les femmes qui, voici pratiquement 30 ans, sont incapables d'équilibrer ou d'inverser le rapport de force politique sur le terrain. Après les expériences de 2015, 2016 et 2021 notamment, le coup d'État constitutionnel et les deux dernières élections présidentielles, quelle lecture peut-on faire de l'opposition congolaise? Voilà les préoccupations auxquelles tentera de répondre notre invité. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous nous ferez également plaisir si jamais vous pouvez liker et partager cette émission. Bonjour Monsieur Anatole Libombongoka. Bonjour Christian Perrin. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir sur notre plateau. Soyez donc le bienvenu. C'est tout le plaisir et pour moi également. Merci. Alors, Monsieur Anatole Libombongoka, vous êtes le président du Paradis. On va peut-être parler d'abord de votre parti. Si vous pouvez nous en faire état en quelques mots, c'est quoi le Paradis? Comment est-il structuré? Est-ce qu'il existe encore? Est-il pris en compte? Parce que dernièrement, le ministère de l'Intérieur a affiché, sinon publié une liste des partis conformes à la loi, disait-il. Bon, le Paradis figurait dans l'arrêté qui a été publié, disons, fin octobre 2020. Mais du fait que l'existence du Paradis a créé un petit vent de panique dans la Nicolas, alors évidemment, à partir du 6 novembre, il y a eu une réaction du côté du pouvoir qui a abouti, courant mai 2021, à la suspension du parti. Le ministre Mboulou a pris un arrêté de suspension contre moi, qui ai été le président du Paradis jusque-là, parce que j'avais été condamné en 2016, puisque en 2016, j'ai été le coordonnateur national des comités de soutien du général Mokoko. J'ai été arrêté avec 4 autres camarades. On a fait 2 ans et demi de prison, on nous a condamnés. Et puis, du fait de cette condamnation, on m'a dit que je ne pouvais pas assumer les fonctions de président du Paradis. Le parti a donc été suspendu. Et puis, le parti s'est organisé pour relancer les activités du parti. Moi, j'ai démissionné de la présidence du Paradis et du parti. Le Paradis a mis un nouveau président en la personne de Grégoire Mouzara. Et c'est lui qui actuellement est en train de relancer les démarches au niveau du ministère de l'administration du territoire pour récupérer en quelque sorte le récépissé et lever la suspension de notre parti. Alors donc on retiendra que le parti existe encore, il vit. Alors Monsieur Anatole Libombongoka, le Congo va très mal, ce n'est un secret pour personne, tout le monde le sait désormais. Mais je voudrais aussi vous rappeler une citation d'Albert Einstein qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par ceux qui regardent sans rien faire ». Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'opposition congolaise a une responsabilité, une grande responsabilité de tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Oui, bien sûr, puisque dans toute action humaine, il y a ce qu'on appelle le leadership. Il y a toujours, dans tout ce que les hommes font, il y a des dirigeants, il y a des leaders. Malheureusement, dans notre pays, depuis quelques années, le leadership au niveau de l'opposition, je peux dire qu'il est défaillant de façon globale. Puisque si je prends cette période qui va de 90 à aujourd'hui,
en dehors des 7 ans de la transition démocratique, donc de 91 à 97, où il y a eu une configuration des forces qui a permis que l'ouverture démocratique se fasse, que les changements démocratiques se fassent. Malheureusement, ce changement n'a pas pu être installé dans la durée. La configuration des forces qui a affaibli à l'époque le PCT n'a pas pu résister dans la durée. Elle s'est fragilisée de l'intérieur et évidemment en 97, le PCT, le président Sassou sont revenus au pouvoir par la force des armes. Et depuis cet instant, en tout cas, on n'arrive pas du tout à égratigner même, je dirais. On a tenté en 2016 d'égratigner le pouvoir, mais peut-être que nous n'étions pas bien préparés. Peut-être que nous n'avions pas bien évalué les enjeux de l'élection. Et c'est peut-être pour ça que, nous avons en quelque sorte sombré dans la catastrophe qui est arrivée. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché au niveau de l'opposition? Parce que vous dites que la même dynamique qui s'est exprimée en 1990 a été finalement tentée et que l'opposition a été finalement dynamitée, ce qui fait que Denis Sassou Nguesso revienne probablement au pouvoir. On sait qu'il est revenu par les armes, mais il y a eu d'abord quelques leviers qui ont été fragilisés avant qu'il ne revienne. Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de l'opposition? Je crois que c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une question, ce sont des hommes qui agissent. Et si nous avons une mauvaise appréciation des enjeux, si nous avons une mauvaise appréciation de la force qui est en face de nous et que nous le prenions pensant que c'est un peu des jeux d'ego personnel qui peuvent nous amener loin, évidemment, on ne peut qu'aller à la catastrophe. Je crois que nous avons très mal évalué la force de l'adversaire. Nous l'avons sous-estimé. On a pensé que le PCT et le président Sassou étaient à genoux, nous on a pensé qu'ils étaient à terre. Mais en fait, ils n'étaient pas à terre. Et puis, ils ont réussi à se redresser, à profiter de nos défaillances internes. Parce que quand je prends les forces du changement, en 91 et 92, on constate déjà, quand l'élection arrive, une faille dans ces forces du changement. La dynamique interne éclate quand les élections arrivent. Et lorsque le président Lissouba gagne l'élection, il y a quand même un soubassement qui fait que Sassou est vaincu. Mais ce soubassement, malheureusement, n'a pas tenu longtemps. Il a totalement changé. Je m'explique. Avec la grève de la CSC, en septembre 90, nous avons une force syndicale. Et puis nous avons une armée avec à la tête un officier républicain qui est chef d'état-major. Et puis il y a des forces politiques qui s'organisent, dont deux gros leaders de l'époque, le président Lissouba et le président Kolela. Et quand vous avez cette convergence de forces, ça a donné la possibilité de renverser le rapport de force de l'époque. Malheureusement, ces configurations, disons, comme on dit, apparemment, c'était une configuration assez forte, mais malheureusement, elle était minée de l'intérieur. Du coup, à chaque fois, on a vu que dès que le président Lissouba arrive au pouvoir avec son alliance au niveau du PCT, 8 jours après, la situation change totalement. Oui, vous parlez de Bernard Kolela, vous parlez de Pascal Lissouba. Est-ce qu'on peut penser que c'était là la dernière génération des vrais politiques congolais? Parce que finalement, à vous entendre parler, on a l'impression que ceux qui sont arrivés après, c'est plutôt de l'amateurisme. Non, c'est pas de l'amateurisme. Vous avez, les peuples sont ce qu'ils sont. Et le peuple adhère à quelqu'un. Lissouba, Kolela ont eu une adhésion populaire.
C'était clair et net. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Mais je peux dire que quand vous prenez ces deux partis politiques, l'UPADES n'était pas un parti qui s'est assis en termes de capacité organisationnelle. Ça a été un organe de conquête du pouvoir. Malheureusement, l'UPADES n'a pas eu le temps de s'ancrer comme une force politique solide, bien assise, capable de résister. Je prendrai un peu cette image de la Bible quand on dit que si tu bâtis ta maison sur le sable, quand un vent arrive, la maison va s'effondrer. C'est ce qui est arrivé. Les forces du changement de 91 à 97 ont bâti sur le sable. Et quand les tempêtes sont arrivées, on n'a pas pu résister. On s'est effondré. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, le MCDDI s'est totalement disloqué. L'UPADES est l'ombre de lui-même. Oui, mais voilà pourquoi je vous posais la question tout à l'heure, parlons de Pascal Lissouba et de Bernard Kolela, c'est quand même des personnalités politiques qui ont su drainer les masses et qui savaient donner les mots d'ordre. Et quand ils donnaient le mot d'ordre, en tout cas, la population suivait. Ce qui n'existe plus actuellement. Ben, la faille, je crois que c'est au niveau de la manière dont le leadership perçoit. Je la vois à trois niveaux. Il y a la perception des enjeux. Il y a la capacité d'anticipation dans l'action que l'on fait. Et il y a notre capacité organisationnelle. Comment nous sommes organisés? Parce que tout dépend des enjeux. En fonction de la manière dont on aborde les enjeux, je pourrais être assez simple. Prenez une équipe. Je prends l'équipe de football. OK? Si vous allez jouer la Ligue des Champions, il faut que votre équipe soit dimensionnée d'une certaine façon pour résister aux autres équipes. On est quand même au niveau de la Ligue des Champions. Mais si vous n'êtes pas dimensionné, vous ne pouvez pas espérer aller loin. Mais malheureusement, souvent, dans notre manière de faire, nous n'avons pas su dimensionner nos capacités organisationnelles aux enjeux d'en face. Et donc, on peut mobiliser la foule, c'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme populaire qui est mobilisé pour atteindre un objectif. C'est ce qui est arrivé en 91 et 92. Maintenant, il faut asseoir le pouvoir. Malheureusement, si on a pu gagner l'élection, on n'a pas pu conserver le pouvoir dans la durée. Et donc, ce sont des failles internes. Nous avons eu des défauts internes. Et ce sont ces défauts internes. Si nous ne sommes pas capables de les corriger jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on ne peut pas changer le rapport de force. En fait, c'est là la vraie question. Vous parlez donc de l'organisation, de l'anticipation et bien entendu de la mobilisation. Et ce qui est curieux, c'est que depuis, évidemment, le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes, jusqu'à ce jour, c'est bientôt un quart de siècle. Alors, lorsqu'on face aux expériences récemment vécues par les Congolais, notamment, je parlerai de 2015, lors de la violation de la Constitution de 2002, c'est-à-dire qui a donné droit au changement, voilà, de la nouvelle Constitution. On peut parler d'un coup d'État constitutionnel. Il y a eu après une élection présidentielle et dernièrement, là, en mars dernier, il y a eu une autre élection présidentielle. Mais on se rend compte que finalement, à mesure que le temps avance, l'opposition congolaise s'affaiblit de plus bas, sinon disparaît. Qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est inévitable si nous ne voulons pas tirer les bonnes leçons du passé. Nous n'avons pas tiré les bonnes, selon moi, nous n'avons pas tiré les bonnes leçons de ce qui s'est passé entre 91 et 97. Je vous prends un exemple en 2015. Lorsque, en 2015, l'IDC, le FOCAD, organise toute cette dynamique qui a éveillé le peuple, des meetings à gauche, à droite, ainsi de suite. Mais on a bien vu que lorsqu'arrive le dernier meeting qui était celui du 20 octobre, c'était comme la débandade généralisée. L'UDC et le FOCAD n'ont pas pu le 20 octobre. Oui, mais évidemment, c'est là ma curiosité, en fait. Il y a un paradoxe. Déjà, jusqu'au 15 octobre 2015, l'opposition a pu mobiliser. On a vu sur les images. On arrive au 20, c'est plutôt la population qui est dans la rue. On ne voit pas les leaders politiques. C'est ça le problème. Le problème est au niveau, finalement, des leaders politiques et non de la population.
C'est ce que je dis. Je dis le leadership a été défaillant. Parce que la manière dont le leadership s'est structuré en 2015, l'IDC et le FOCAD, comme vous dites, le peuple est debout, les leaders ne sont pas là. C'est clair. Et comment interpréter cela? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces failles-là au niveau des leaders de l'opposition? Quelle interprétation politique donnez-vous à cela? Bon, ça c'est mon avis personnel, puisque j'ai quand même été un des acteurs en 2015. J'ai dit aux autres que ce qu'on a fait, c'est comme des amateurs qui vont jouer une Ligue de champions. C'est pour ça que je dis, les leaders, à ce moment-là, n'ont pas bien évalué les enjeux qu'il y avait. Le pouvoir veut changer la Constitution. Ils mesurent très bien les enjeux et ils prennent les dispositions qu'il faut pour atteindre leur objectif. Mais nous, au niveau de l'opposition, on ne mesure pas bien les enjeux. Je prends un exemple assez caricatural. La révolution, ce n'est pas un dîner de gala. Mais nous avons cru que c'était un dîner de gala. Non, mais probablement que, oui, vous dites que vous n'avez pas mesuré, disons, les enjeux du moment. Quelqu'un me dirait, par contre, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas mesuré les enjeux du moment, mais c'est plutôt parce qu'ils étaient ou qu'ils avaient des agendas attachés. Parce qu'en un jour, on ne pouvait pas basculer comme ça. Tout ne pouvait pas basculer en un jour, sinon deux. Je rappelle, le 25 septembre à Brazzaville, on a vu la mobilisation, la population qui était vraiment prête à en découdre avec le régime en place. Le 17, à Pointe-Noire, on a vu, et on arrive le 20, finalement, tout le monde disparaît. Tous les leaders ont disparu. Ce n'est peut-être pas qu'ils n'ont pas mesuré les enjeux, mais quelque part, apparemment, en fait, je peux le dire comme ça, qu'ils avaient peut-être d'autres agendas. Bon, je ne peux pas dire qu'il y avait d'autres agendas, mais moi, de mon point de vue tel que je vois, je dis que les enjeux n'ont pas été bien évalués et donc les dispositions pour faire face aux situations qui allaient arriver, c'est pour ça que je parle d'anticipation. Lorsque vous n'avez pas une bonne anticipation de ce qui va arriver d'ici demain, vous ne vous dimensionnez pas pour faire face à la situation. C'est ça le gros problème. Là, je reste objectif. Il se peut qu'il y ait eu d'autres agendas. Ça, c'est possible. Et lorsqu'on n'est pas capable d'anticiper, monsieur Anatole Libobogoga, lorsqu'on n'est pas capable d'anticiper, peut-on se dire leader politique? Nous sommes dans un pays, on vit avec ce qu'on a. On ne va pas aller chercher un leader dans le ciel. Les leaders sont ce que nous avons aujourd'hui. Et les leaders aussi se forment. Non? Oui, malheureusement, la formation a été abandonnée depuis longtemps. Alors, si la formation a été abandonnée depuis longtemps, quelqu'un me disait le problème de l'opposition congolaise, ce n'est pas qu'ils sont pas capables de faire quoi que ce soit, mais plutôt c'est une opposition composée de beaucoup plus de leaders qui ont roulé leur bosse dans le même système, donc des compromissions en fait qui font que lorsqu'ils sont à l'opposition, ils ne vont pas au bout de leur bataille. Tout simplement parce qu'ils sont redevables à ce système. C'est possible. Effectivement, notre opposition, la majorité des leaders de notre opposition ont travaillé avec le président Sassou. Tantôt ministre ou DG, ou en tout cas, ils ont pour la plupart travaillé avec le président Sassou. Est-ce que ça a créé chez eux des limites à ne pas franchir? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Bon, je n'en prendrai pour preuve que quand Okombi dit que Sassou c'est son mentor, qu'il ne peut pas prendre les armes contre lui, bon, c'est peut-être une métaphore, mais ça veut dire que il s'est limité, lui, à un niveau de son action. Peut-être qu'il n'est pas le seul. Est-ce qu'on peut penser également, de cela, de monsieur, disons, du général Jean-Marie Michel Mokoko, parce que finalement, d'aucuns disent, ils ont fait confiance au général Jean-Marie Michel Mokoko parce qu'ils se disaient, bon, d'abord, c'est un soldat, on peut faire confiance à ce général, au cas où il y aurait probablement un plan B. Est-ce que lui aussi n'est pas allé au bout de ses objectifs, simplement parce que quelque part, il s'est dit, bon, c'est quand même quelqu'un
que j'ai servi, est-ce qu'il faut aller à la... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que chacun de nous a une conception de son action. Moi, j'ai été le coordonnateur national des comités de soutien du général Mokoko. Il était notre candidat. Peut-être qu'il s'est donné les limites. Mais les limites en termes peut-être en termes de choix des moyens de lutte. Parce que quelqu'un peut, dans une lutte, choisir ses moyens de lutte en disant « moi, je vais dans la lutte, mais mes moyens de lutte se limitent à X. S'il faut aller à Y, je ne peux pas arriver à Y. » Supposer les actions pacifiques, je vous comprends très bien, mais dans les actions pacifiques, il n'est pas interdit évidemment d'utiliser par exemple l'insurrection populaire ou bien aller dans la rue pour contester ou pour évidemment protéger sa victoire. Cela n'est pas interdit. C'est pas interdit, certes, mais encore faut-il préparer la défense. Une légitime défense se prépare aussi. Donc, comme quoi, c'était pas préparé, on n'avait pas anticipé tout cela. On n'avait pas vu tout cela. En tout cas, à la place où j'étais, personnellement, je n'ai pas senti qu'on voulait préparer une légitime défense. On a dit, on y va. Il y a eu un choc. Ben, nous étions peut-être pas préparés à la légitime défense, mais nous nous sommes effondrés. Voilà. Donc, si j'ai compris, Monsieur Anatole Libombo-Ngoka nous dit, vous êtes allé à l'élection présidentielle avec en tête, bon, on peut gagner pacifiquement, et puis bon, l'élection était libre et transparente, celui qui gagnait serait le vainqueur finalement. Et ça passait comme une lettre à la poste. Non, pas comme une lettre à la poste, mais comme je dis, on est allé au combat, peut-être que nous avions des limites que nous n'avons pas voulu dépasser. Mais en tout cas, lorsqu'on dit qu'on veut faire une insurrection ou bien on va protester, ben, il faut se préparer à protester. Si vous n'êtes pas préparé à protester, vous ne pourrez pas protester efficacement. Alors, voyons ce qui s'est passé donc en 2015, 2016 et récemment 2021. Quelle impression cela vous donne parce que pour les autres, l'opposition n'existe plus. Où est-ce qu'il y a problème et qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer, s'il faut le dire ainsi, l'opposition congolaise, pour redonner du souffle à l'opposition congolaise? C'est-à-dire qu'il nous faut revoir, souvent dans les éléments d'histoire, on fait quoi? On revoit l'histoire. On revoit les moments où nous avons gagné. Si à telle période nous avons pu gagner, quels sont les éléments qui nous ont permis de gagner? Que faire pour que on puisse éventuellement repartir alors sur des nouvelles bases, puisque les configurations sont différentes d'année en année. Mais si on n'est pas capable de tirer les bonnes leçons de l'histoire, on va reproduire les mêmes causes, on reproduira les mêmes erreurs et on arrivera toujours à cet échec. Je rappelle à ceux peut-être qui ont oublié en termes temporels que de 1968 à 2031, si tout se passe tel que nous sommes là, le PCT aura dirigé le Congo pendant 56 ans et le président Sassou aura régné pendant 45 ans. Ce n'est pas une chose facile. Mais si on n'a pas cette dimension temporelle des enjeux, qu'un parti qui a dirigé pendant 56 ans et un président qui est resté 45 ans au pouvoir, ce n'est pas par des jeux d'ego individuels qu'on va le gagner. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Ça veut dire qu'on ne mesure pas l'enjeu dans sa profondeur. Alors, et si nous savons anticiper, oui. Parce que, bon, on a quand même des gens qui sont bien structurés et qui n'ont pas envie de perdre le pouvoir. Souvenez-vous de ce que Ngolo disait à l'occasion, à la veille de l'élection de 2021. Il disait, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'initiative en 2021. Parce que nous savons ce que ça veut dire perdre le pouvoir. Parce que quand nous avons perdu. Donc on ne peut pas. Eux, ils ne se permettent pas. Mais nous continuons à faire comme des
C'est comme une équipe de football amateur qui veut aller jouer contre les professionnels aguerris. On est toujours comme des petits amateurs qui voulons aller jouer une Ligue des Champions. On compte sur la chance. Ah, chance de reçoit chance, peut-être regagner Barça. Il n'y a pas de chance. Après avoir fait ce constat, monsieur Anatole Libombongota, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? C'est là tout le problème. Ce que nous essayons de faire, nous, au niveau du paradis, et enfin, avec mes amis du paradis, même si je ne suis plus dans le parti, mais ce que l'on essaye de faire, c'est d'appeler les autres. Et dire aux autres, bon, écoutez, quand on a échoué autant d'années, asseyons-nous, un peu d'humilité. Regardons froidement la situation. C'est pas la peine de continuer à penser que moi, Kingandi, tout seul, je vais faire ceci. C'est pas une perdue. On essaye d'appeler ceux qui peuvent nous écouter. Malheureusement, pour l'instant, je suis très peu écouté, je dois le dire. Je suis assez peu écouté. Pourquoi vous êtes très peu écouté, ou parce que vous aussi, vous ne vous rapprochez pas des autres, c'est cela? Non, je me rapproche beaucoup des autres. Mais peut-être que ma manière d'aborder les choses n'a pas encore rencontré l'adhésion des autres. Vous voyez bien comment je situe le problème. Je dis que devant nous, nous avons des gens qui sont déterminés à conserver le pouvoir. Ils ne s'en cachent pas. Je vous ai donné ce que Ngolo disait. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'initiative en 2021. Mais ce n'est pas seulement en 2021. Oui, mais monsieur Libombongoka, dans tous les cas, personne n'a jamais voulu perdre le pouvoir, de toute façon, et le jeu, il est au niveau de l'équilibre des forces. Tant que les forces, tant que les rapports de force ne sont pas inversés, bien entendu, ils vont rester là, ils vont demeurer là. C'est à l'opposition, finalement, d'inverser cette tendance. Absolument. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit qu'ils ne pourront jamais perdre le pouvoir qu'ils ne le perdront pas. On sait également, en 1990, c'était pareil. Ce n'est pas que parce que le PCT voulait perdre le pouvoir, mais c'est la population, ce sont les leaders de cette époque qui ont fait que le PCT perde le pouvoir. Je dis que dans chaque bataille, vous savez, Mohamed Ali avait l'habitude de détruire ses adversaires par la psychologie. Il y a une guerre psychologique que l'on fait. Non, mais est-ce qu'on peut penser, on peut penser que finalement les leaders de l'opposition sont-ils tétanisés par ces discours-là? Apparemment, c'est ce qui se passe. Hein. Ce qui s'est passé en 2021 peut-être a encore plus tétanisé les leaders de l'opposition. Mais parce que pour l'instant, j'ai l'impression que le ressort est brisé. Et quand on essaye d'approcher quelques-uns d'entre nous, les réponses sont très timide. Il n'y a pas beaucoup d'empressement à se remettre en cause. Oui, et dans le même temps, la population congolaise vous regarde et elle pense que la solution viendra bien entendu de la conjugaison, bien entendu, des forces, donc de vous qui êtes des leaders et de la population congolaise. Mais à vous entendre parler, on a là l'impression que la classe politique de l'opposition est démissionnaire au Congo-Brazzaville. En tout cas, pour l'instant, vous voyez bien, Christian Pelin, vous avez un pôle qui demande le dialogue, n'est-ce pas? Il y a un pôle de l'opposition qui demande le dialogue au président Sassou. Il y a un autre pôle qui pense qu'il faut libérer Mokoko, il faut libérer Okombi. Si on ne libère pas Mokoko, si on ne libère pas Okombi, nous, on ne fait pas grand-chose. On ne participe à rien. Bon, quand vous prenez ces deux pôles, je pense que c'est peut-être la majorité de l'opposition. Et puis, il y a un tout petit pôle très minoritaire. Peut-être on est quelques-uns en disant, écoutez, on ne peut pas dire on ne peut pas demander le dialogue au président Sassou. Ça ne sert absolument à rien. La Constitution a un organe qu'on appelle le Conseil national du dialogue. On voit l'état dans lequel se trouve le fameux Conseil national du dialogue. Il est où le secrétaire général du Conseil national du dialogue? Mbéry est où? Monsieur Perrin, vous qui êtes journaliste, il est où Mbéry? C'est plutôt la question que j'allais poser à vous qui êtes de l'opposition. Si on ne le voit plus sur le terrain, c'est à l'opposition de le réclamer pour demander mais où est passé Moi, je ne demande pas le dialogue. Je pense que pourquoi demander le dialogue?
On ne dialogue pas avec quelqu'un qui est suffisamment fort pour dire que les institutions fonctionnent, il n'y a pas de crise, tout ça. Il ne va pas vous donner le dialogue. En 90, on lui a imposé le dialogue. Et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez plus à lui imposer un dialogue? Nous sommes incapables. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables de lui imposer le dialogue aujourd'hui. Totalement incapables. Et la finalité sera quoi? Quémander le dialogue. On ne fait que quémander le dialogue. Mais tu ne peux pas quémander le dialogue à quelqu'un. Il faut une Mais voilà, ma question était de savoir que pense Monsieur Libombongoka. Comment faire? Parce que il s'agit peut-être pas de dire qu'on ne peut pas demander le dialogue, on n'est pas assez fort pour basculer, disons, le rapport de force, on n'est pas ci, on n'est pas ça, et finalement, bon, à la fin, on va rester comme ça, toujours résigné. Non, je dis qu'on n'est pas résigné. Je dis qu'on n'est pas résigné. Je dis que ce que moi j'essaye de faire, d'appeler les autres en disant, asseyons-nous et revoyons notre histoire et regardons les enjeux de façon froide. Tout le monde sait que ce n'est pas un parti seul qui peut affronter le pouvoir tel qu'il est configuré actuellement. Bien. Une fois qu'on est tous conscients de ça, bon, mettons-nous ensemble et essayons de regarder si les enjeux, tous, on les comprend de la même façon, avec la même amplitude, avec la même profondeur. À ce moment-là, on dit, bon, compte tenu de cette amplitude et de cette profondeur, voici comment nous pouvons dimensionner nos capacités organisationnelles. Comment organiser le peuple. Mais si pour l'instant, on se contente de communiquer ou bien d'agir de temps en temps. Je prends un exemple. Il y a un projet de révision de la Constitution qui a été annoncé par le Conseil des ministres. Et puis, bon, il y a beaucoup de communiqués, il y a beaucoup de protestations. Tout ça, ça va aboutir à quoi? La modification de la Constitution va passer comme une lettre à la poste, pour utiliser l'expression. Parce que, on peut, comme on dit, le chien aboie, la caravane, elle passe. Oui, mais monsieur Anatole Libombongoka, apparemment, bon, vous dites que vous voulez que, en fait, vous voulez un rassemblement, donc que vous vous asseyez avec les autres de l'opposition pour essayer de regarder comment relancer l'opposition congolaise. Mais il est toujours difficile de rassembler tout le monde en politique. Ce n'est pas évident parce que de toute façon, en face de vous, il y a aussi des adversaires qui travaillent pour que vous ne vous rassembliez pas. Mais quelque part, nous savons également qu'un homme, ou deux soit-il, quand ils sont déterminés, engagés, peuvent gagner les batailles politiques. Pourquoi vous ne vous inscrivez pas dans cette logique? Ah non, vous avez, parce que moi, quand je vous écoute, c'est comme si vous me dites, bah, écoutez, moi, tant que les autres n'accepteront pas qu'on s'asseye, bah, écoutez, que voulez-vous que je fasse? Je reste dans ma posture. C'est ce que je semble comprendre, monsieur Libombongoka. Non. Quand je dis ça, je dis que je ne peux pas faire d'emblée une action solitaire. Non. Je dis, j'essaye de convaincre. Bon, ceux qui seront convaincus, on va y aller. S'il n'y en a pas qui sont convaincus, comme on dit, hein, lève-toi et marche. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Hein. On n'a pas besoin d'avoir 100 personnes pour que on fonctionne. Non. On peut être 2 ou 3 si on est d'accord. On dit, bon, on va se lever, puis on va essayer de bâtir quelque chose. Ça, c'est tout à fait faisable. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui, tout à fait faisable. Alors, toujours dans les perspectives, parce qu'il nous faut aussi regarder ce côté, il nous faut peut-être proposer des pistes de solutions. Concrètement parlant, monsieur Anatole Libombongoka, si jamais les autres ne venaient pas vers vous, probablement aussi que peut-être que vous ne voulez pas aller vers les autres, mais en proposant un certain nombre de choses, cela peut profiter à tout le monde, surtout à ceux qui vous suivent. Parce que ceux qui vous suivent, ce ne sont pas seulement les simples populations, mais il y a aussi des leaders politiques. Qu'est-ce que vous leur proposez de concret, par exemple? Et ça sera probablement le mot de la fin. Qu'est-ce que vous leur proposez de concret pour inverser le rapport de force? Bon, ce que j'ai proposé de concret, j'ai simplement dit que, ça je l'ai déjà dit à des amis, même si pour l'instant ils ne sont pas totalement d'accord, j'ai dit que le président Sassou, il lui reste les 10 dernières années de son changement de constitution.
En 2015, il s'est donné 15 ans d'exercice du pouvoir. Pour moi, j'interprète en disant, le président Sassou s'est donné 15 ans pour préparer sa succession. Il a gagné le mandat 2016. En 2021, il a gagné à nouveau. Il reste une dizaine d'années pour finir totalement ces 15 ans. C'est à nous, de l'opposition, de nous projeter aussi en termes de prospective, comme vous disiez tout à l'heure. Bon, faisons une prospective sur 10 ans également. Donnons-nous cette durée aussi pour travailler, mais anticipons évidemment. On dit, si en 2031 le président va jusque-là, qu'est-ce qu'on fait puisque 31 il a fini? On fait quoi? On fait quoi? Mais Monsieur Libombo Ngoka, lorsque je vous entends dire en 2016, Denis Sassou Nguesso a gagné l'élection. En 2021 également, il a encore gagné l'élection. Moi, je sais une chose, c'est que les mots ont un sens. Lorsque vous dites gagner, vous parlez, vous utilisez bien le terme gagner, c'est-à-dire vous êtes convaincu qu'il a gagné l'élection loyalement, c'est cela, parce que je sais qu'en 2016, votre collaborateur. Quand on dit gagner, ça ne veut pas dire gagner loyalement. Quelqu'un peut gagner déloyalement, mais il a gagné, parce qu'il a l'effectivité du pouvoir. Je crois qu'il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre que le président Sassou qui a l'effectivité du pouvoir dans notre pays. Tout comme on peut s'emparer d'une élection, ce n'est pas gagné non plus. C'est gagné. Un voleur, si tu n'as pas pu l'attraper, il t'a pris ton bien, il est parti. Il a gagné. Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de réalité concrète. Alors, c'est compris, nous étions dans la proposition des pistes de solutions. Vous disiez que... Voilà. Et donc, je disais aux amis, voilà, prenons-nous aussi ce temps. Et puis, bon, organisons-nous en conséquence. C'est pas la peine que chacun se dise, moi ceci, moi cela, non. Laissons un peu tout ça. Regardons aujourd'hui ce qui peut nous unir pour que on soit capable d'être nous aussi présents sur l'ensemble du territoire national. Et une fois qu'on est sur le territoire national, nous pouvons aller vers le peuple, parler avec le peuple, mobiliser le peuple. Parce que jusqu'à aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on peut faire des conférences de presse, des trucs médiatiques, mais il faut parler au peuple. Aujourd'hui, je crois que vous êtes journaliste, vous entendez très peu que l'opposition a été à Ouesso pour faire un meeting, que l'opposition a été à Soanké. Mais les informations qui nous parviennent font état d'une interdiction de tenir, disons, de se réunir. C'est-à-dire, il y a une violation tout de même des libertés et des droits, par exemple, de tenir des réunions. On empêche à l'opposition de tenir ses meetings, de tenir ses réunions. On empêche, mais encore faut-il aller sur le terrain pour regarder si réellement on vous empêche ou pas. Si on empêche, bien entendu, on a vu l'opposition qui avait interdit son meeting au boulevard. Ça, c'est encore récent. Tout le monde l'a suivi. C'est curieux. Mais si au boulevard, on a interdit le meeting, est-ce qu'on a interdit de faire des réunions de quartier, des réunions de village, des réunions d'arrondissement? Est-ce qu'on a essayé de faire des réunions d'arrondissement? Est-ce qu'on a essayé? On n'a pas essayé. Comme quoi, Monsieur Libombo Ngoka nous dit, il y a cette liberté d'organiser les réunions politiques au Congo-Brazzaville. Je ne dis pas qu'il y a une liberté d'organiser, je dis c'est à nous de conquérir, d'élargir la marge de manœuvre. C'est à nous de nous battre pour élargir la marge de manœuvre qui nous revient. Ce n'est pas à nous d'attendre un cadeau qu'on va nous faire. C'est à nous de nous battre. C'est ça la situation. Elle est difficile. C'est pour ça qu'on dit la révolution, c'est pas un dîner de gala. Changer un pays tel que le nôtre, c'est pas un dîner de gala. Il y a des risques à prendre. Les risques à prendre, est-ce pour autant l'opposition, disons, j'allais dire, les leaders de l'opposition prennent quand même ces risques-là, ou bien parce qu'au départ, je vous ai posé la question, est-ce que c'était pas là des amateurs, parce que après Bernard Kolela, Pascal Lissouba, je vous ai posé la même question pour vous dire, mais est-ce que ceux qui ont remplacé
Ces deux hommes-là ne sont-ils pas des amateurs? Vous avez dit non, c'est pas question d'amateurisme, mais lorsqu'on évolue, j'ai l'impression que ceux qui ont pris le relais, c'est beaucoup plus des amateurs, des gens qui ne savent pas où aller, quoi faire, ils ne savent pas sur quoi s'en tenir. Bon, ça a été quand même des grands partis, des amateurs. Bon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'esprit. Je prends le cas du MCDDI. Moi, j'ai été 5 ans au MCDDI. Mais les héritiers de Kolela n'ont pas l'esprit de Kolela. Les héritiers de Lissouba n'ont pas l'esprit de Lissouba. Pascal Tsati Mabiala, qui est là, n'a pas l'esprit de Lissouba. C'est ça le problème. Et ça se passe au niveau de l'héritage des successions, de génération en génération. Lorsque la génération d'aujourd'hui n'a pas transmis certaines capacités scientifiques ou spirituelles à la génération qui vient, où on va se retrouver avec un niveau d'engagement beaucoup plus faible. C'est ça la grosse difficulté. Comme je disais tout à l'heure, l'UPADES a été une grosse machine de mobilisation électorale. Malheureusement, l'UPADES n'a pas été un parti qui s'est ancré sur le terrain de façon solide, enraciné, pour utiliser le terme KIF. Ils n'ont pas eu le temps de s'enraciner. Ils ne se sont pas donné le temps. On n'a pas travaillé dans la durée. Moi, j'ai été dans la mouvance présidentielle. Et la conséquence, c'était quoi? Eh bien, la conséquence, on n'a pas pu résister aux provocations du PCT. On n'a pas pu résister aux provocations du PCT et le pouvoir s'est effondré. Ben, n'est-ce pas parce que le PCT a pris les armes que l'UPADES a laissé faire? Le PCT a pris les armes. L'Issouba, l'UPADES est au pouvoir. Donc, il a les armes de l'État. Sassou, c'est un rebelle. C'est ça la préparation à un combat. Moi, je suis au pouvoir. Sassou, c'est un rebelle. Mais le rebelle, il m'a battu. Pourquoi? Certainement que j'ai été faible. Je n'ai pas bien su m'organiser pour conserver le pouvoir. Je n'ai pas pu. Mais ça, c'est mon autocritique à moi. Parce que j'ai été membre de la mouvance présidentielle. De l'intérieur, j'ai vu. On n'a pas pu. Bien voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là, je disais, c'est vrai, le mot de la fin. Peut-être qu'il y a eu une préoccupation qui vous tenait à cœur, mais donc je n'ai pas posé la question. Bon, la préoccupation, elle est toujours la même depuis quelques années. Regardons les enjeux, anticipons les événements et organisons-nous pour que nous soyons capables de changer le rapport de force. C'est simple, mais c'est difficile. Parce que c'est une question d'esprit. Et vous ne pensez pas qu'il faut changer les hommes aussi? Oh, changer les hommes, non, il faut changer l'esprit de quelqu'un. Comme disait Platon, vous savez, on peut changer les hommes si l'esprit est le même, le résultat il est pareil. C'est l'esprit de quelqu'un. Si les successeurs du MCDD de Kolela avaient l'esprit de Kolela, peut-être que le MCDDI n'aurait pas volé en éclats. Vous voyez, on a le MCDDI, aujourd'hui, le MCDDI est divisé en peut-être 8 petits morceaux. Bon, l'UPADES résiste encore, tant mieux. Mais de 39 députés, l'UPADES aujourd'hui est descendu à 9. Vous voyez. Et apparemment, les perspectives ne sont pas très bonnes. On risque de se retrouver avec moins que 9. Ça, c'est l'esprit. Et si on n'a pas un engagement et qu'on ne veuille pas prendre les risques pour changer le rapport de force, il faut attendre d'autres générations après nous. Je ne sais pas au bout de combien de temps pour que les choses... voilà un peu... Bon, peut-être que ce que je dis c'est très brut, ce que je dis. Mais je suis bien obligé de le dire parce que la situation est terrible. Elle est vraiment triste. Elle est vraiment triste. Peut-être parce que j'ai participé. Regardez, moi j'ai été à la mouvance présidentielle sous Lissouba. On a été battus. J'ai été coordonnateur national du comité de soutien du général Mokoko. On a été battus. J'ai fait la prison. C'est pas de gaieté de cœur. Hein. C'est pas pour le plaisir que je dis ça. C'est parce que je l'ai vécu. Mais je ne voudrais plus recommencer encore les mêmes erreurs pour arriver encore à un troisième échec. Personnellement, non. Je ne suis pas prêt
à vivre un troisième échec. Un troisième échec, est-ce que réellement c'est l'échec que vous craignez ou bien c'est peut-être se retrouver encore entre les griffes de ce pouvoir? C'est cela? Non, c'est rien ça. Se retrouver entre les griffes du pouvoir, c'est peu de choses. C'est peu de choses. Mais regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons et regardez les perspectives qui arrivent. Elles ne sont pas du tout agréables pour le pays. Peut-être qu'on pourrait aborder ces questions de perspectives d'une autre occasion, mais les situations sont terribles. On a une responsabilité que les jeunes ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas toujours cette sensibilité d'aborder les choses de façon aussi crue. Mais bon, je suis bien obligé, par expérience, de dire que je suis obligé d'être brut. C'est également la fin de cette émission. Merci, Monsieur Anatole Libombongoka, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir été disponible pour nos téléspectateurs. Et nous reviendrons encore vers vous pour d'autres aspects liés à l'actualité politique congolaise. À vous, chers téléspectateurs aussi, merci d'avoir été avec nous. Restez toujours branchés sur votre canal d'information TELER TV. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas non plus de vous abonner. On se dit donc à très bientôt, mais en attendant, je profite donc de l'occasion pour vous souhaiter au nom, bien entendu, de TELER TV, bonne et heureuse fête de fin d'année, mais aussi de nouvel an 2022 qui arrive déjà à grands pas. Merci.